Chers amis, être à New York, à Central Park, ça me donne vraiment envie de vous parler de la psychologie positive, de la pensée positive, de l'optimisme et du pessimisme dans la dépression. Peut-être que vous avez déjà remarqué que nous, les Français, on aime bien se plaindre. Et je dis souvent à mes patients de mener une petite expérience qui est: promenez-vous dans la rue et écoutez un peu les conversations autour de vous et vous serez surpris. 90% des cas, c'est une conversation où il y a une plainte et surtout une plainte par rapport à quelqu'un. Alors j'ai toujours pas identifié pourquoi nous les Français on est un petit peu spécialistes de ça. Peut-être c'est le modèle éducatif, peut-être c'est la culture sûrement différente de celle de New York. Je n'ai pas encore vraiment identifié à quoi ça correspond. Donc il y a une grande différence entre le pessimisme, l'optimisme et la dépression. On peut parfaitement être pessimiste et n'avoir aucun problème de dépression, mais il faut quand même se dire que si on est pessimiste, on va de toute façon favoriser l'apparition éventuelle d'une dépression. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce que finalement il y a des gens qui sont optimistes, pessimistes, d'autres qui se plaignent tout le temps? C'est un petit peu la réponse, on va dire, elle est sous plusieurs angles. Le pessimiste va en général avoir une petite voix intérieure qui commente toujours les événements de façon extrêmement négative. Donc au lieu de s'encourager, il va trouver ce qui peut être négatif et au bout du compte, ça va non seulement pas l'aider, mais en plus souvent l'enfoncer. Donc un des boulots du thérapeute, c'est aussi de ne pas laisser cette petite voix négative prendre le pouvoir complètement. Donc comment fait-on? On apprend déjà aux patients à repérer cette petite voix négative, donc qui peut soit accompagner une personnalité pessimiste, soit tout simplement un syndrome dépressif. Et ça, en pleine conscience, on peut vraiment le voir dans la thérapie, parce que il est très fréquent que pendant la thérapie, cette petite voix s'extériorise sous forme de tu n'y arriveras pas à faire la technique, tu es un cas particulier, le médecin n'y arrivera pas avec toi, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment une espèce de discours automatique négatif qu'on retrouve à la fois chez les pessimistes, mais aussi bien sûr chez les dépressifs. Alors comment se fait-il que les gens puissent avoir un discours négatif comme ça, et pourquoi d'autres sont plutôt optimistes? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent dans cette dimension discours intérieur, voix intérieure. Il y a d'abord la confiance que la personne a pu acquérir à travers la relation aux parents. Il y a aussi le discours des parents. Si vous avez des parents qui sont extrêmement optimistes, par modeling, vous allez intérioriser une sorte de discours positif. Si vous avez des parents qui ont eu des traumas, donc qui auront plutôt une tendance à faire des épisodes dépressifs, eh bien vous allez intérioriser un discours négatif sur l'existence. Et ça arrive même quelquefois que des patients me disent: ah, mais comme disait mon père, comme disait ma mère, de toute façon la vie c'est dur, la vie on est là pour souffrir, on ne peut pas être heureux. Donc ça, c'est vraiment un énorme frein quand les gens ont un discours intérieur négatif qui va déjà en soi freiner un petit peu la thérapie. Donc le boulot du thérapeute, c'est effectivement non pas de freiner cette voix, parce que c'est quasiment impossible, mais d'amener déjà le patient à prendre conscience que quand cette voix parle, eh bien ça modifie son humeur. Alors il faut bien comprendre que pour modifier ce discours négatif intérieur, c'est pas si simple que cela. Vous devez bien comprendre que dire aux patients ne pense pas ceci, ne pense pas cela, ne pense pas négativement, ne sert strictement à rien. De même que les techniques un peu naïves qui consistent à dire aux patients il faut modifier vos croyances, si vous modifiez vos croyances, vous allez vous améliorer et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il est impossible de modifier ces croyances, elles sont ancrées depuis très très longtemps. Et c'est ce que les Américains appellent du emotional learning, c'est-à-dire c'est un apprentissage émotionnel. Donc cette croyance, quand le patient dit « je ne peux pas être heureux », ça ne peut pas marcher pour moi, c'est vraiment ancré en lui et on a beau lui dire ça marche 5 minutes et donc ça sert strictement à rien.
les techniques qui vous disent il faut modifier la croyance, on ne peut pas, c'est complètement ancré. Donc pour modifier un apprentissage émotionnel, il va falloir d'abord retraiter les traumas et ensuite proposer des expériences qui vont être des expériences correctrices. On ne peut pas non plus modifier une croyance sur soi comme ça, par des techniques un peu naïves. Le seul truc qui marche, c'est en thérapie cognitive, c'est non pas de modifier les croyances sur soi-même ou les croyances sur son existence, mais des croyances par rapport à des événements simples. Quand par exemple on se dit un tel m'a parlé comme ça parce que je ne suis pas important, ou un tel m'a parlé comme ça parce qu'il me rejette, c'est assez factuel, donc ça on peut arriver à le corriger, ou en tout cas aider le patient à corriger cette croyance en le faisant travailler sur les biais, sur les distorsions cognitives. C'est-à-dire que souvent il y a de la généralisation, il y a de la majoration du négatif, donc on peut l'aider à prendre conscience de ça. Maintenant la croyance personnelle sur lequel peuvent reposer toutes ces pensées négatives ne bougera pas comme ça aussi facilement. Dans le discours négatif intérieur, il est vrai qu'un traitement antidépresseur, par exemple chez la personne qui présente une dépression, va améliorer ce fonctionnement cognitif. C'est vrai que le fonctionnement cognitif négatif va s'améliorer sous traitement antidépresseur, mais j'ai envie de dire que ça ne va pas régler le problème définitivement. En EMDR, en brain spotting, toutes les thérapies pleine conscience, il arrive que l'on cible directement la croyance négative pour permettre d'accéder au réseau de mémoire qui a permis, par redondance, de construire cette croyance. Donc c'est vraiment un travail très très important. Par exemple, un enfant qui a été rejeté par ses parents, ou qui avait des parents qui avaient trop de soucis pour s'occuper de lui, ou qui avaient eux-mêmes des traumas, peut construire une croyance sur lui, je ne suis pas important, je ne mérite pas d'être aimé. Il construit ça, j'ai envie de dire a posteriori, comme une sorte d'apprentissage émotionnel. Donc encore une fois de plus, pour changer cette croyance, il y a beaucoup de méthodes un peu naïves qui pensent qu'il suffit de changer des petites choses comme ça, d'essayer de revoir son réseau de croyances, mais j'ai envie de dire c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Les gens qui sont optimistes, souvent on va retrouver ce qu'on appelle du modeling, c'est-à-dire qu'on va retrouver chez leurs parents ou chez le grand-parent quelqu'un sur qui s'est identifié la personne et a intériorisé en quelque sorte ce discours positif, et ça va devenir une espèce de partie de soi. Donc si on a été élevé par des gens particulièrement positifs et optimistes, il y a quand même assez peu de chances d'être négatif et d'être pessimiste. C'est pour ça qu'au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, je pense que si on voit autant de plaintes et autant de discours négatifs chez les Français, je pense qu'il y a un effet d'éducation et d'auto-entraînement mutuel qui fonctionne aussi dans l'autre sens. Par exemple à New York, on voit bien les gens qui s'entraînent comme ça positivement à dire toujours des choses positives. Je pense qu'il y a une espèce de cercle vicieux, comme il existe aussi un cercle vertueux. Un pessimiste va avoir un discours négatif, mais souvent, même s'il se rend compte que les catastrophes prévues n'arrivent pas, eh bien, l'épreuve de la réalité ne suffit pas à modifier un discours pessimiste. C'est assez fréquent d'entendre des gens pessimistes qui vont dire ah non mais là les vacances ça va mal se passer, avec un tel ou une telle ça va mal se passer. Et quand on revoit les gens après, on en reparle, on se rend compte que le discours peut être complètement différent, c'est-à-dire ah bah non finalement ça s'est bien passé, c'était très agréable, il n'y a rien eu de méchant. Mais cette expérience chez le pessimiste ne va absolument pas modifier sa croyance. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire l'expérience qui était annoncée était négative et finalement le résultat était positif. Ça va donc normalement modifier la croyance. La personne peut-être va se dire maintenant, quand je pense négativement, peut-être c'est important de me dire que c'est peut-être pas la réalité. Eh bien non, souvent quand on a ancré quelque chose de négatif en soi, une façon négative de réfléchir, les événements changent assez peu. Il faut vraiment amener la personne à prendre conscience de ce fonctionnement pour oser espérer qu'il puisse se modifier à travers des expériences qui vont créer un renforcement positif.
Maintenant, moi ce que je trouve à New York vraiment intéressant, c'est par rapport justement aux psychothérapies, c'est l'idée qu'on évalue ce qu'on fait, on n'est pas dans un discours négatif. Si ça ne marche pas, on change, on intègre des choses qui nous semblent positives, et il y a comme ça une espèce de mouvement assez créatif où on va intégrer tout ce qui semble pouvoir apporter aux patients. On ne va pas comme en France, chez les psychothérapeutes classiques, rester absolument figé sur des textes de 1900 qui n'ont absolument pas changé, qu'on répète un petit peu bêtement comme des perroquets, sans savoir si c'est la réalité ou pas. On essaye ici d'intégrer de nouvelles choses. Je pense que ça repose principalement aussi sur l'évaluation de ce qu'on fait. Pour moi, ça me semble très très important d'évaluer ce qu'on fait. De même qu'il est important d'amener les patients dépressifs et les patients pessimistes à évaluer leurs prédictions. C'est souvent ce qui leur manque, c'est-à-dire une remise en cause de leurs croyances. Voilà, je pense que j'avais envie de vous faire part de pensées comme ça sur la pensée positive, le pessimisme, l'optimisme, quelle est l'incidence chez le patient, quelle est l'incidence chez le patient dépressif. Donc on a bien vu que la différence entre le pessimiste et le dépressif, c'est avant tout la symptomatologie, et que le pessimisme peut faire le lit de la dépression s'il y a des événements de vie qui vont précipiter la personne dans la dépression. Et la plus grande difficulté du thérapeute, ça va être de lutter contre cette voix négative, ce discours intérieur, qui, au lieu de faire que le patient s'encourage, s'auto-encourage, va faire que le patient se tire lui-même vers le bas. Donc un des boulots du thérapeute, c'est vraiment d'amener le patient à souligner ce qui est positif chez lui, parce que tout le monde a des côtés positifs, mais souligner les côtés positifs, ça ne veut pas dire faire la méthode Coué, de se répéter que tout va aller bien, que tout va fonctionner bien. C'est pas la même chose de se dire aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, que de se dire je n'ai pas du tout fait ça aujourd'hui, c'est pas bien, tout en mettant sur le côté ce qu'on a pu faire de positif. C'est ça pour moi qui a vraiment changé dans les thérapies actuelles depuis une dizaine d'années, c'est d'amener le patient à pouvoir percevoir le positif chez lui, et ça va vraiment l'aider au retraitement des traumas. Donc je vous encourage là à faire ce petit exercice, d'essayer de repérer cette petite voix négative ou positive que vous avez en vous. Et vous remarquerez que cette petite voix négative qu'on peut avoir en soi, elle est beaucoup plus puissante que si elle venait de l'extérieur. Même d'ailleurs venant de l'extérieur, ça peut avoir un effet inverse, parce que si on dit à quelqu'un moi je suis sûr que tu n'arriveras pas à faire ça ou que tu n'es pas capable, ça peut le motiver à démontrer le contraire, alors que quand c'est la petite voix intérieure qui dit ça au patient, le patient a vraiment beaucoup de mal à utiliser cette petite voix négative pour se tirer vers le haut, il est souvent tiré vers le bas. Donc je vous encourage à faire cette petite expérience, de voir un peu autour de vous les discours, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, d'écouter est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent autour de vous, vous allez être surpris, et de voir si même vous, quand vous commencez une phrase, vous n'êtes pas en train de vous plaindre de quelque chose, et vous allez être surpris aussi. Donc n'hésitez pas à, de temps en temps, vous verrez que c'est un effet thérapeutique sur tout le monde, de souligner des choses qui vous semblent positives chez les gens et sur vous-même. Je vous dis à bientôt.